Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une session Bichère. En gros, Groupe Biz, nous, on est un groupement de freelance tech. On a, en gros, un volet administratif pour aider nos freelances à leur apporter tous les services clés en main. Et on a aussi une belle communauté tech de 200 personnes à peu près aujourd'hui. On fait des talks mensuels, on a un partenariat avec GCP, on offre aussi les certifs à nos adhérents. Donc là, c'est vraiment une short introduction. Mais si vous avez des questions après le talk d'Ismaël, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle un peu plus tranquillement ensemble. Donc là, Ismaël, notre GDE Cloud, aujourd'hui, va présenter un sujet autour de BigQuery et Dataform. Donc voilà, Ismaël, je te passe la main. Ok, merci Mazloum. Je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop là. Donc là, normalement, je suis en train de présenter. Est-ce Ouais, que vous confirmez? on voit bien. Ok, ok, ok. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de Dataform. Donc, Dataform, c'est un service qui est sur la Google Cloud Platform et qui va permettre d'ajouter une dimension DevOps, je dirais même organisationnelle à BigQuery. BigQuery, on connaît, hein, c'est l'outil de data warehouse sur Google. Mais comme on va le voir, il a quelques limitations, non pas techniques, mais plutôt organisationnelles. Mon besoin, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi j'ai été mis en face de Dataform? J'avais le besoin suivant, c'est qu'à chaque fois que je commence à tacler un sujet, j'aime bien être data driven. Si je prends un exemple, c'est GitHub. Est-ce que je vais faire confiance à tel repository, tel projet open source? En général, je ne me contente pas juste du README qui me dit que ça va être trop bien, ça ne m'étonne pas, mais c'est plutôt la pérennité du projet qui va m'intéresser. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce qu'il y a beaucoup de stars dessus? Et est-ce qu'on a une régularité en termes de commit? Et pour ça, il y a GitHub qui nous offre un outil qui s'appelle GitHub Repository Insights et qu'on peut accéder directement depuis un repository GitHub et sur lequel je vais avoir un certain nombre d'informations pour me permettre de me faire une idée en fait sur ce repository en termes de pérennité. Donc moi, mon besoin, c'était de me dire: «OK, est-ce qu'on peut reproduire ce genre de choses sur, sur, un cloud comme, Google? Est-ce que je suis capable d'avoir un insight, de mon, cloud préféré, donc Google Cloud?» Et en général, pour avoir ce genre de data, heu, j'aime bien me baser sur BigQuery, parce que, c'est simple d'usage, heu c'est cette approche SaaS qui me permet d'expérimenter assez rapidement. On a un dataset, de Google, que nous offre Google, un dataset public, qui nous offre, l'ensemble des release notes qui ont été faites, depuis le début, je pense, de Google Cloud. Et l'idée qui m'est venue, c'est de dire: «Bon, bah, OK, on va explorer ce dataset pour reproduire un peu ces insights qu'on a, sur GitHub». Donc la chose qu'on peut, penser immédiatement, donc comme je le disais, c'est de dire: «Bah, OK, j'ai un dataset, BigQuery. Je vais commencer à pouvoir l'explorer avec un certain nombre de jobs, de requêtes et puis derrière, je vais plugger un looker qui va me permettre, d'exposer ça avec, des dashboards et avoir, ce modèle insight, dont je parlais». Si, je regarde en termes d'approche première, je vais sur ma console et j'ai BigQuery, dans lequel j'ai créé un ensemble de requêtes qui, répondent à un certain nombre de questions que je pourrais avoir. Notamment, par exemple, en termes de alors je sais pas si vous voyez, je vais peut-être agrandir un peu. En termes de nombre de releases par produit, quel est le top 3 de la Google Cloud Platform? En termes, de type, de release, est-ce que ce sont des fixes? Est-ce que ce sont des issues? Est-ce que ce sont des service enhancements? Heu, voilà,
avoir une vision un peu plus, ciblée aussi. Quand je ferai un du, App Engine, mettons, OK, App Engine, c'est quoi depuis le début, de sa vie, en termes de release. Pareil sur BigQuery et pouvoir même comparer les produits entre eux et de sorte qu'on puisse donner une vision globale, de mon cloud. Le problème avec cette approche, c'est que c'est très bien, quand je veux, faire ça dans mon coin, mais dès que je veux commencer à partager, à collaborer, en fait, à travailler en équipe, je vais avoir un souci qui est de premièrement, OK, comment je partage? Ensuite, comment je peux versionner la chose? Et comment des personnes peuvent créer leur propre version pour ensuite la merger, dans dans l'historique principal, de cette requête. Outre cet aspect-là, on a aussi l'aspect rendre compréhensible la requête. Donc là, c'est bien pour moi, OK, aujourd'hui, si dans 3 mois je reviens sur cet ensemble de requêtes, je serai pas tout à fait capable d'en donner à première vue notamment en termes de dépendance entre ces différentes requêtes et c'est problématique, parce que, j'ai besoin là tout de suite de maintenant, de faire évoluer le modèle, mais là je suis en train de perdre mon temps à essayer de comprendre ce que j'ai fait il y a 3 mois et la personne en fait, moi dans 3 mois, c'est vous là maintenant qui comprenez pas forcément, les requêtes qui sont faites. Donc je me pose, face à cet obstacle que j'ai, précédemment mentionné, c'est-à-dire que, d'un point de vue technique, on sait que ça scale, BigQuery et encore que même là, sur ce sujet-là, c'est pas ce que je vais prouver puisque la re la le dataset en lui-même, il fait que quelques mégas. La problématique, c'est vraiment en termes de, collaboration derrière. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui existe? Et Dataform, apporte une certaine réponse, à ces questionnements. Donc là, c'est ce que je remonte. Comment instrumenter le service à des fins collaboratives? Et ce que j'ai en cible, c'est évidemment ce qu'on peut penser, dans le code, c'est avoir ces objectifs de piliers DevOps. Alors je me réfère à ce bouquin DevOps Handbook où on a 3 piliers, qui, référencent le DevOps. Le concept de flux, c'est vraiment avoir, ce flux, bout en bout, entre mon code source jusqu'au déploiement en production, tout ça de manière, codifiée, sécurisée, centralisée, tout en faisant la chasse au goulot d'étranglement, en apportant de l'automatisation et dès que ça bloque, dès qu'on est capable, en mesurant en fait ce bout en bout, être capable de dire: «OK, dans ma matrice de valeurs, dans mon flux de valeurs, où est-ce que ça bloque et qu'est-ce que je peux apporter comme, amélioration pour que finalement le flux se fasse, le plus, tranquillement possible». Deuxième pilier, la boucle de rétroaction, être capable de manière continue de savoir: «OK, là ce que j'écris, est-ce que ça compile?» Est-ce que, ça passe les tests? Donc dans tout le cycle de vie de mon code, jusqu'au déploiement, il faut que j'ai cet ensemble de boucles de rétroaction, que ce soit au niveau de l'IDE ou dans le pipeline ou, derrière quand c'est déployé sur la plateforme cloud. Enfin, un troisième pilier et non des moindres, c'est, être en capacité de pouvoir expérimenter en continu, d'apprendre en continu, sans pour autant mettre en danger la prod. Donc à partir du moment où moi j'ai ma requête, unique comme ça, c'est-à-dire, être capable de dire: «OK, je partage facilement et je crée ce flux pour pouvoir, faire en sorte que mon camarade puisse contribuer et derrière, mettre en place du merge et déployer» et pour autant, quand il va tester de son côté, ne pas se marcher sur les pieds. Donc Dataform, moi, j'y ai été, confronté en me posant une question autour de moi, OK, qu'est-ce qu'il y a dans les magasins, actuellement pour répondre à ces problématiques-là? Il y a un collègue de chez GroupBiz qui m'a dit: «Ah bah tiens, regarde, Dataform, c'est pas mal, tu devrais jeter un coup d'œil de ce côté». Donc en 3 points assez rapidement, Dataform, c'est un service intégré à la GCP. Alors quand je dis intégré, c'est vraiment profondément intégré. C'est-à-dire que quand vous allez dans la console, donc je vais l'illustrer là maintenant.
vous n'avez pas l'impression de quitter GCP. C'est pas comme, par exemple, un Cloud Composer où, derrière, c'est du Apache Airflow et on aura effectivement une interface, graphical qui est, effectivement Apache Airflow. Bien que le back-end, ça se passe sur la cloud platform. Là, ici, vous avez littéralement, un produit qui est intégré et l'usage de ce produit se passe vraiment de bout en bout, dans, la cloud platform, dans la cloud console. Donc ça, c'est un aspect vraiment intéressant, parce qu'on ne change pas de contexte. Là, pour le coup, je suis, dans la cloud console, et j'y reste. Voilà. Sur le principe, c'est une technologie, ELT, donc c'est ce qui va me permettre, de casser ma requête, unique, de 1000 lignes en plusieurs transformations, qui sont elles-mêmes des requêtes, unitaires de, en BigQuery. Donc pour ELT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Extract Load Transform. On est sur un pattern différent de Dataflow, par exemple, où c'est ETL, Extract Transform Load, où on va plutôt transformer dans des, workloads, portés par, du code Java, Python, et cetera, pour ensuite l'intégrer dans, un data warehouse type BigQuery. Là où Dataform, en fait, il prend comme, hypothèse que ma data est déjà disponible sur BigQuery. Il y a, bien entendu quelques connecteurs pour vous aider à la mettre, dans BigQuery. Mais derrière, tout ce qui est transformation de votre donnée se fera via, des actions, ce qu'ils appellent actions sur Dataform, qui sont rien de plus que des requêtes, BigQuery. Donc, non seulement on ne change pas de paradigme en termes d'interface, mais on ne change pas non plus de paradigme en termes de code que je vais faire, puisque je vais faire du bout en bout, du, BigQuery. Et donc d'une certaine manière, on peut voir ça, comme un orchestrateur de job BigQuery et uniquement BigQuery, dans le sens où, vraiment, Dataform, ça peut être vu comme une extension de BigQuery et pas comme un produit à part. Et extension dans le sens, je vais pouvoir orchestrer mes différentes requêtes entre elles afin d'avoir, un résultat final. Hop, je reviens. Hop. Il y a un domaine à comprendre dans Dataform, qui est le suivant. Donc, domaine dans le sens, domain driven design. Donc ça veut dire quelles sont les entités que manipule Dataform. Lui, ce qu'il vous expose de base, c'est, ce qu'il appelle un repository. C'est l'entité pilier de Dataform qui vont contenir des sous-entités dans lesquelles vous allez pouvoir exprimer vos différentes transformations. Parmi ces sous-entités, on a le workspace. Le workspace, c'est ce qui va vous permettre de travailler de manière cloisonnée, ainsi que de pouvoir versionner le code. Ça, c'est en fait, c'est la killer feature de Dataform et d'une certaine manière, on peut faire un parallèle assez proche avec Git où, la killer feature de Git, c'est vraiment son système de branching. Dès que vous avez une idée, vous créez une branche. Il n'y a pas, de cérémonial à avoir. C'est quelque chose de quasiment gratuit. Au même titre, dans Dataform, dès que vous avez une tâche à faire, une idée à tester, créez votre workspace et ça va vous créer un dataset dédié dans lequel toutes les requêtes vont pouvoir être, lancées, sans, polluer le dataset de production qui lui est en visu, par exemple, de Looker Studio. Les actions, c'est ce que vous allez en fait, coder. C'est ça le contenu, c'est vos requêtes, BigQuery. Ça a le nom d'action. Alors pourquoi c'est pas tout à fait requête BigQuery? Parce que, derrière, c'est un langage, propre avec Dataform Core, qui est un langage de templating. Donc de visu, ça ressemble beaucoup à des requêtes SQL BigQuery classiques, sauf que, derrière, il va y avoir une compilation qui fait que, du point de vue, de BigQuery, ça va être non pas juste un select de quelque chose, mais un select dont le résultat, vous allez le mettre dans une table ou dans une vue. Et enfin, pour, avoir, un côté un peu, déploiement, il y a ce système de release et de workflow. Donc la release, c'est un résultat de compilation de vos actions qui sont dans un workspace et le workflow, c'est simplement l'exécution de cette release. Enfin, vous avez une configuration, qui va vous permettre, à plusieurs niveaux, donc soit au niveau du workspace, release ou workflow, de définir, dans quel projet GCP
vous voulez que les actions se fassent, s'effectuent, dans quelle région et au niveau, des workspaces, quel serait le suffixe de vos datasets, à créer. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. On a notre repository, on a nos workspaces et nos releases qui sont contenus dans le repository et on a un repo GitHub, donc ça c'est, super important, dans lequel mon workspace va pouvoir, pusher et pull, le code, ce qui fait que on a notre, propriété de versionning de notre code et de partage derrière avec, nos collègues. Et enfin, on a le workflow ici qui va exécuter, ma release. Release qui, se source évidemment de mon GitHub, projet via, soit en indiquant, d'aller se sourcer sur une branche main ou un tag. Et enfin, on a l'exécution, le workflow, donc qui va s'exécuter, au niveau de BigQuery, qui, exposera derrière, les tables ou les views ou les meta views pour ensuite être plugués à Looker Data Studio. Donc revenons à notre, le cas d'étude. Donc je vais pouvoir illustrer là maintenant qu'on a la théorie, illustrer avec, le cas d'étude, que j'avais mentionné précédemment, c'est à savoir avoir une compréhension du cloud Google à travers les release notes. Donc un peu à la manière de ce qu'on a vu sur, de ce que j'ai, évoqué sur GitHub. Donc finalement, ça devient mon plan devient le suivant. Plutôt que d'avoir Looker directement, plugué, à BigQuery Dataset, je vais rajouter une couche d'orchestration, ainsi qu'une couche, DevOps à BigQuery, en utilisant Dataform. Dataform va pouvoir versionner mon code BigQuery dans un repo GitHub, ainsi que, définir un directed acyclic graph de mes différentes requêtes pour lui donner un sens et les orchestrer sur BigQuery. Le tout, alors j'ai oublié de le mentionner, le tout est terraformé. Alors, pour info, j'ai un repo, un module Terraform qu'on va bientôt open sourcer avec, Groupbiz et qui permet, de créer, l'ensemble des éléments, liés à Dataform. Donc en particulier, Dataform, le repository lui-même et le repo GitHub. Donc si je reviens dans mon code, dans mon repository Dataform, donc voilà, je reviens. Donc j'ai un repository qui s'appelle, GCP Insight, OK, qui est plugué à un repository, qui est, chez moi. Et ça, on peut s'en rendre compte ici, au niveau des settings. Donc ça, c'est le premier, disons que c'est la première table. Je suis rentré dans mon, repository, je regarde, les settings. On a une connexion, qui est existante. Je l'update juste pour tester. OK, c'est, la connexion fonctionne. Petite, remarque, ce repository est aujourd'hui public. Donc pour le coup, il n'y a pas en soi de problématique, particulière. Si d'aventure votre repository était, est, privé, il va falloir que vous, mentionniez, vous pointiez vers un secret, le que vous pointiez, un access token, dans le cas de GitHub ou une deploy key dans un secret. Et c'est ce secret derrière qui sera consommé pour pouvoir créer la connexion. On a ensuite un certain nombre d'informations, que ce repository, il est dans telle région et je lui ai mis aussi une identité, de sorte que l'ensemble des requêtes qui vont se faire dans mes différents workspaces se feront au nom de cette identité. Donc ça veut dire que, cette identité qui est un service account doit avoir un certain nombre de permissions pour pouvoir lancer les jobs. Et ça, c'est pris en compte, dans le module Terraform, donc qui vous crée le, service account et qui lui associe les bonnes permissions. Pour information, par défaut, il y en a un qui est créé, mais je préfère, prendre dans une démarche de least privilege, créer ma propre identité et lui associer, les bons droits. De même, il n'est pas obligatoire de créer un repository, heu, côté, GitHub, mais
Ce faisant, vous ne pourrez pas tirer tout le parti, des workspaces, à savoir créer des branches, créer des workspaces à part, sur des branches, GitHub, à part, pour, derrière faire de la CI/CD, par exemple avec les GitHub Actions. Donc mon conseil, restez sur une approche, avec un repo GitHub plutôt que de prendre du sourcing par défaut de votre, de Dataform. Heu, Ensuite on dit que, bah, l'ensemble des datasets seront, au niveau, de mon projet, G2 Iomani. Et le schéma suffixe, c'est ce dont, je parlais tout à l'heure, à savoir que quand vous créez un workspace, il aura un nom et l'ensemble des actions, des requêtes BigQuery, des jobs BigQuery qui seront, heu managés, créeront des outputs dans ce dataset-là, heu, dans un dataset avec le nom en suffixe de mon workspace. Donc le workspace, c'est, une entité qui se crée vraiment gratuitement. Il n'y a pas de doute à avoir en fait, et qui va pooler, de base, les sources de mon repo qui est, sur GitHub. Donc ça, c'est intéressant dans le cadre d'une, d'une collaboration. À l'intérieur, on va avoir le dataform.json qui est la configuration de ce workspace et dans lequel je vais pouvoir overrider notamment le default location de, mes jobs qui vont se créer et donc, du dataset qui va se créer. Alors pourquoi j'ai eu besoin de passer de la région Europe West One à US? Pour la simple et bonne raison que, le dataset que j'ai en, cible, celui qui contient les release notes, est, localisé, dans la région US. Donc après on revoit les éléments que je peux overrider mais que je laisse, tels quels, donc le default database, une database au sens Dataform, c'est le projet GCP. Le warehouse, BigQuery. Heu, Parce que j'ai la capacité avec Dataform de dire que ma data, elle peut être ailleurs, mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment là où il est fort, c'est la partie, intégration BigQuery et le default schema. Schema dans Dataform, c'est le dataset. Donc mon default schema va s'appeler Dataform et il sera suffixé par le nom de mon dataset, de mon workspace, excusez-moi. Donc ici, c'est, test. Donc j'aurai, quand je vais runner mes actions, un dataform_test qui va être créé. Au même titre que, sur ce workspace-là, j'ai un dataset, heu, dataform_us, -wp qui va être créé. À partir de là, j'ai plusieurs onglets, dont le compile graph, donc on va regarder en 1er. Ça, c'est, mon DAG. C'est le DAG, qui va permettre, d'organiser mes requêtes et ça, ça ne veut rien dire pour le moment, mais c'est une traduction de ce qu'il y a ici, sous le definitions. Donc dans définition, vous mettez ce que vous voulez, mais un conseil, c'est quand même d'organiser son code en, packageant d'une certaine manière, ce qui concerne les sources, ensuite les transformations intermédiaires et enfin les outputs, c'est-à-dire ce que vous allez exposer à vos clients. Par exemple, quand vous êtes dans une démarche de data mesh, typiquement l'interface avec vos clients, ça sera défini ici et ça peut notamment être, représenté par des vues et c'est ce que je fais, sur ce projet-là. Donc on voit, la release note, c'est ce que j'ai au niveau de mon repo source et là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, excusez-moi, heu, naviguer et en cliquant sur un nœud, avoir l'information, relative au code qui représente ce nœud-là et pouvoir y naviguer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on a la compilation de la query qui nous est faite, qu'on peut tout à fait, copier-coller, dans le BigQuery Studio pour pouvoir, débugger, pour pouvoir expérimenter et le fait est que, c'est tout se fera, vous voyez, dans ce dataform_us_wp qui est le, schema, Dataform réservé pour, ce workspace. Donc
Refaisons la logique. Je suis ici, hop, puis je vais voir en fait, OK, mon code associé. Et donc on voit, que finalement, ça ressemble beaucoup à une query, BigQuery classique. Qu'est-ce qui va changer? Déjà le bloc, ici config. Le fait qu'on voit select ici, ne doit pas tromper sur l'intention de Dataform. Elle ne va pas faire juste un select. Il va, in fine, introduire l'output de votre, résultat de select dans une table. Et cette table aura le nom de votre, fichier. On voit que c'est un point SQLX, mais pas juste SQL. SQLX, ça veut dire que vous allez, c'est un template Dataform et dans lequel vous allez pouvoir, heu, faire comprendre à l'interpréteur le bloc, config, ainsi que certains keywords, dont là notamment celui qu'on utilise 99 du temps, qui est ref. Ref, c'est ce qui va me permettre de créer un lien direct, avec, un autre nœud. Et là, cet autre nœud, lequel? Celui qui s'appelle, release note, view, .sqlx, qui est ici. Alors malheureusement, on n'a pas de contrôle clic. Donc c'est pour ça que ça rend d'autant plus important de bien organiser son code. Pour autant, le compile greph peut nous aider puisqu'on le voit directement on voit directement l'information, de qui est lié à qui est en dépendance de qui. Donc là, le round dates, on voyait, bah, c'est release note view et je peux y accéder. Donc c'est pas aussi rapide que le contrôle clic, mais ça fait le travail. Là, on voit pareil un bloc config, mais cette fois, le type, c'est une vue, c'est pas une table. Donc là, on est en train de voir en fait que ce bloc config, Dataform, à travers ce bloc config, me permet de donner, comment dire, de modeler le résultat que je veux avoir dans BigQuery. Dans quoi je vais, mettre le résultat de cette requête au niveau de BigQuery. Donc ça nous permet derrière d'appliquer tout ce qui est, bonne pratique, vis-à-vis du FinOps ou de temps d'exécution, de votre, que vous connaissez vis-à-vis de BigQuery. Et là, le sujet, c'est pas ça que je veux tacler, mais un point intéressant, c'est qu'à partir du moment où je peux, tester, à partir du moment où je peux expérimenter, sans, taper sur le travail des voisins, bah, en fait, je vais pouvoir, comme ça, faire du tweak au fur et à mesure et avoir un retour assez immédiat, sur, le type, d'amélioration que j'ai pu apporter. Et ça, on peut le faire assez rapidement avec le bouton Run. Et là, le Run va pouvoir me lancer, un job dans mon dataset, dédié à mon workspace et j'aurai de la même manière que j'ai dans mon BigQuery Studio, des jobs informations liés au job que je viens d'exécuter. Dans l'organisation que j'ai mise, on a les sources. Donc ça, source, c'est un bloc, pareil config, juste un bloc config pour le coup, mais c'est de type déclaration et là, je vais indiquer les différentes informations de mon dataset qui m'intéressent. Derrière, je l'ai plugué à un certain nombre de, transformations. Donc en particulier, je commence par common. Donc après, c'est à vous d'organiser, de voir, comment vous, dans l'équipe, vous vous mettez d'accord et à partir de mes transformations communes, je vais pouvoir, créer d'autres transformations un peu plus, qui répondent un peu plus à mon besoin, mais toujours dans cette même logique. J'ai mon bloc de config, j'ai, mon ma requête, BigQuery avec une référence. Alors c'est pas une unique référence, ça peut tout à fait derrière avoir des jointures avec d'autres tables, et qui va me permettre, derrière de consommer le résultat, de mes requêtes, précédentes. Donc au final, j'ai, ce graphe, entier et je vais pouvoir créer, bah, créer une exécution globale de mon flow. Donc l'exécution globale, elle se présente sous plusieurs, aspects. Alors
soit je me dis: «Bah, je veux exécuter une action en particulier». Selection of action, OK. Quand je sélectionne une action, je peux tout à fait dire: «Je veux aussi les actions dépendantes». Ou je peux dire en fait, j'ai tagué des actions, donc ça c'est pas dans le bloc config, je ne l'ai pas montré, mais il y a un mot-clé tags et on peut annoter ces actions et dire: «Bah, en fait, je veux exécuter juste les, actions, qui sont taguées top» et après j'ai le choix d'inclure les dépendances dans l'exécution et les dependent. Alors ce choix-là, je pense qu'il est aussi dû pour des aspects FinOps, dans la mesure où, bah, là, tout ça, vous allez, lancer tout un tas de requêtes et ces requêtes-là, elles ont un coût et donc des fois, vous n'avez pas besoin de tout relancer les actions dépendantes, mais seulement de vous baser sur le cache. Lorsqu'on va starter l'exécution, on a ensuite un plan d'exécution qui apparaît et sur lequel je vais pouvoir avoir en temps réel, les exécutions qui se font, jusqu'à, que chacune se soit exécutée. Alors évidemment, elle s'exécute selon le plan, qu'a vu Dataform, qui est, cohérent avec le graphe, le Directed Acyclic Graph que vous avez construit et on a terminé. Ensuite, sur le détail, vous pouvez voir la requête, effective qui sera faite sur BigQuery. Contrairement à la compilation qu'on a montrée tout à l'heure où, donc je reviens où la compile query en fait ne compile que sur le côté, select de ma requête, que sur cet aspect-là, sans prendre en compte cet aspect-là. Lorsque l'on va lancer, le workflow, donc si je reviens dans mon exécution, hop, je vais avoir, en fait, le besoin cette fois de créer les tables, les vues, les materials view et en fait, ça ne sera pas à vous de le faire, mais c'est, Dataform qui s'en charge en créant, en créant, tout ce qui est enrobage pour créer soit la vue, soit la table, soit les partitions, et cetera. Un point, que je conseille, alors c'est peut-être une déformation, professionnelle, mais j'aime bien, ne pas considérer des schémas de table comme des, contrats d'interface. Donc c'est pour ça que, si on regarde le graphe, j'ai, toujours en frontal de mon client, donc là ça sera Looker Studio, des Material View ou des views, mais jamais des tables. La problématique de mettre une table en direct, c'est, se dire, bah, à un moment, le schéma peut changer et ça peut tout casser. Alors vous allez me dire, ça va aussi casser la vue, mais je préfère, entre guillemets, «casser une vue», qui sera transparent en fait, pour le client, plutôt que de casser une table qui va être requêtée en direct. Alors que, pour la vue, on aura toujours le cache, on aura toujours, le cache aussi de Looker Studio et globalement, ça va bien se passer. Ce principe-là, c'est Open Host Principle, qui vient du domaine Driven Design, où, on met une couche, qui protège notre modèle. De même, je ne consomme jamais directement un dataset que je ne maîtrise pas. Je mets une vue en face, de sorte que, bah, s'il change, derrière, le modèle, j'aurai toujours moi la capacité de m'adapter à ce nouveau modèle en mettant soit des valeurs par défaut pour les champs qui ont disparu, soit en computant les nouveaux champs pour, l'adapter en fait à mon contrat que j'exposais à cette action qui est en consommation de ma vue. Donc ça, c'est plutôt une approche de anti-corruption, layer qu'on voit aussi, chez les développeurs. Donc au final, tout ça, ça me permet d'aller créer un, un dashboard Looker Studio, sur lequel j'ai plugué, mes différentes vues et qui me permet de dire: «Bah, OK, App Engine globalement depuis le début, il trust en termes de nombre de releases».
Sur le temps, on voit que si en accumulation du nombre de releases, par mois, bah, je vois globalement, bah, que, le cloud Google a commencé à décoller gentiment, côté 2016 et puis maintenant en 2020, on a quand même une vitesse de croisière qui est atteinte et encore plus, ces dernières années en fait. Là, à partir de 2022-2023, il y a beaucoup plus. On a vraiment un gap avec, les débuts de Google Cloud. On a aussi, un partitionnement. J'ai exposé un partitionnement par type de produit. Heu Ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir en termes de release type, heu, est-ce qu'on avait une capacité alors, Looker Studio, c'est un peu lent, voilà. Est-ce que voilà, dire, OK, pour, App Engine, c'était peut-être le plus, en termes de release, de nombre de releases, mais concrètement à l'intérieur, c'était quoi? Est-ce qu'on était plutôt sur de la feature en majorité ou plutôt du fixe, et cetera? Donc là, je suis capable aussi de le détecter avec ce dashboard et puis derrière, de dire: «Bah tiens, sur la sélection feature ou plutôt, breaking change, quel est, le produit qui trust? Quel est le service, qui trust?» Donc là, en attente. C'est Looker et ça fait un certain nombre, d'actions derrière. Bon, on va peut-être pas non plus, attendre, non, mais c'était un peu plus rapide, tout à l'heure. Mais sinon, aussi sur le Pulse, je suis intéressé pour dire: «OK, ça fait depuis quand, que, il y a pas eu de release note sur tel projet?» Donc là, j'ai un capacité de faire un top aussi. Voilà, Slide API, on va s'apprendre avec les pincettes, hein. Bah, ça fait depuis 2016, 2869 jours, qu'il y a pas eu de release, et à contrario, avoir, les derniers, donc AlloyDB, ça fait 4 jours, voilà. Voilà. Évidemment, on est contraint par la fraîcheur de notre dataset, mais il est mis à jour, assez fréquemment et puis derrière, avoir aussi des métriques du type, average, ou, alors c'est comment les standard deviation en nombre de jours entre, différentes releases. Donc ça permet d'avoir une vision un peu plus claire sur notre cloud et je pense même pour un profane, de se dire: «OK, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est un cloud qui est actif?» Je reviens sur la présentation. Donc là, je mettais un exemple, hein, c'est un projet un peu plus, chez un client où j'ai mis en place, Dataform pour instrumenter le Cloud Asset Inventory et faire du monitoring derrière en termes de ressources qui sont utilisées, de ressources, orphelines, de ressources qui sont pas conformes en termes de politique de label, et cetera, et cetera et sans avoir à donner finalement l'accès à la console à des personnes, non sachantes, de la cloud console, bah, dire: «Bah, maintenant je vous donne accès à, un dashboard, sur lequel, vous pouvez, monitorer, au jour le jour, sur, les différentes actions qui ont été menées et les progrès qu'on observe». Attention, c'est pas pour faire de l'alerting en soi, du looker. Il y a pas cette feature à moins de payer. Mais là, c'est plus dans une, optique, de pouvoir, monitorer le travail, FinOps, le travail de conformité qui est mené sur le cloud. Donc moi, ce que j'aime bien, hein, dans Dataform, c'est que c'est un modèle simple, mais pour autant puissant. C'est pas simpliste. Donc on l'a vu, il y a quelques nombres d'entités à avoir en tête. Il y a une pratique à avoir, mais ça roule assez rapidement, assez vite. L'idée du workspace jetable, c'est pour moi la killer feature. Disons qu'on l'avait tous un peu en tête, hein, cette idée de créer un dataset par, idée qu'on a pour pouvoir tester. Là, ils vous l'industrialisent, Dataform. Vous créez un workspace, ça va vous créer un dataset et ça vous crée même une branche, sur GitHub, de sorte que vous pouvez lancer les actions GitHub, relatifs à votre qualité de code. Intégration à la GCP, on l'a vu, en fait, Dataform à la base, c'est un produit qui a été racheté, mais ça se voit pas en fait. C'est limite une extension de BigQuery.
On a des ressources Terraform plutôt complètes, CF, le module Terraform dont je parlais, et enfin, on a une API. Donc tout ce que j'ai fait via la console peut se faire par API, API authentifiée bien entendu, puisqu'on fait partie de l'offre GCP, donc avec Gcloud et autres. Les axes d'amélioration que je vois, la documentation, je pense qu'elle gagnerait à avoir plus d'exemples. Donc le datacore dont je vous parlais, donc tout ce qui est notamment ce mot-clé ref, il y a voilà, il y a tout un autre tas de mots-clés qui existent, qui permettent, de créer de la dynamicité dans la requête, dans le select qu'on crée. Néanmoins, c'est vraiment assez raide, ça gagnerait à avoir des exemples. Filtrage des graphes, ça je peux l'illustrer assez rapidement. Ici, je peux filtrer par tag et il y a un tag top, voilà, et donc ça va mettre les nœuds, qui ont le tag top. Problème, moi j'aimerais bien avoir la dépendance. Ce que j'aimerais avoir en fait, c'est de dire et isoler des branches d'exécution. Là, si je dis: «Exécute-toi et mets-moi les dépendances», bah, je ne vois pas en fait tout le flow qui va être fait. Ça, c'est dommage parce que je pense qu'il manque pas grand-chose. À partir du moment où on peut dire l'exécution d'inclure les dépendances, je vois pas pourquoi dans un graphe, on pourrait pas dire: «Bah, inclus-moi les dépendances». De sorte que je puisse avoir, directement, surligné en rouge ou juste, griser les autres, nœuds qui ne sont pas concernés par mon filtrage. L'override de région, alors, il est effectif au niveau du workspace. Vous l'avez vu, hein, la config, j'ai pu mettre que c'était en US malgré le fait que, mon repository était, en Europe. Néanmoins, je n'ai pas réussi à le reproduire, cet override au niveau des releases et du workflow. Donc, ce qui va vous permettre de faire des déploiements, de pouvoir avoir votre, dataset de prod dans lequel, va se jouer les différentes, actions. Et donc, j'ai eu une erreur due au fait que j'étais pas dans la bonne région. Là, le quick win, c'est de créer un deuxième repository dans la bonne région et d'y plugger votre repo qu'on a vu ensemble. Mais dans la théorie, la doc dit qu'on est censé pouvoir l'overrider. Donc pour moi, il y a plus, c'est peut-être moi qui ne sais pas le faire. Les erreurs de connexion au repo Git privé ne sont pas assez parlantes. En général, quand votre secret n'est pas bon, vous allez avoir juste connexion échec et c'est tout. Ce qui est problématique quand vous faites du debug, tout simplement. Types d'usage, nomenclature des actions. Quand vous faites des transformations, les actions sont des verbes. N'essayez pas de décrire, ce que pour moi, c'est transform, c'est round date, suppress, null value, et cetera. Donc pour que ça ait du sens, en fait. Composer les transformations, éviter les transformations, en fait, de milling. Là, on a un outil qui permet vraiment d'orchestrer les requêtes. Donc, faites en sorte, en fait, de les splitter. Et par ailleurs, ça vous permet de faire, usage du cache derrière. Donc, en fait, c'est une situation, win-win. Organiser les repos selon le type d'action. OK, donc ça, c'était, plus relatif au la chose, mon action, est-ce que ça va être une vue qui va être derrière consommée par du Looker ou par un client lambda? Donc ça, avoir dans un package à part et dans le package, intermédiaire, les transformations effectives selon, des noms de folders relatifs au type de transformation et un repo, un package, au départ qui lui, ne concerne que la création des sources. Early optimization is out of evil. Ouais, bon, n'essayez pas de faire, le FinOps, tweak, dès le départ. Faites vos requêtes et puis après, une fois que vous avez votre flow bout en bout, commencez à faire les optimes. Le domaine du Van Design, je vous ai expliqué et à coupler avec les bonnes pratiques de BigQuery. Usage du cache, usage, FinOps, temps d'exécution, utiliser les bonnes méthodes, et cetera. Conclusion, alors Dataform pour moi c'est le chaînon manquant, à BigQuery en termes de pratique DevOps. C'est un candidat sérieux, hein, quand vous faites, de la transformation de données. Ne mettez pas ça de côté parce que, vous pensez que, bah, vous n'en avez pas entendu parler. Expérimentez la chose, faites-vous une idée. Son intégration forte à BigQuery, vraiment, ça donne, l'illusion d'être, sur un même produit. Il y a pas de cassure. Là où, Composer aurait, une cassure en termes graphiques,
au moins, et même en termes de concept, avec les opérateurs. Là où, ici, je consomme juste des actions qui ne sont que des requêtes, des jobs SQL. Et enfin, ne l'opposez pas à des solutions existantes Cloud Composer, puisqu'en fait, des intégrations existent. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un opérateur, Dataform sur Cloud Composer et de toute manière, vous avez une API qui vous permet d'intégrer les différents, d'intégrer vos différentes logiques Dataform dans d'autres outils. Lien d'intérêt, ce sera dans la vidéo, donc le module Terraform. Les exemples avec des exemples de requêtes, avec, Data Core et puis, des projets, Dataform existants faits par d'autres personnes. Ce qui conclut la présentation et nous laisse un peu de temps pour les questions. Alors je sais pas, je les ai pas prises, je vais arrêter. Ouais. Merci Ismaël, hein. Talk vraiment très, très intéressant. Alors, moi, j'ai noté les questions. Alors, on va dire que c'est Mourad majoritairement qui a un ensemble de questions. Donc, je vais laisser Mourad s'exprimer et poser ses questions. Alors, si tu peux me les... merci, Matloum. Si tu peux juste me les rappeler, parce que en fait, j'ai été déconnecté à un moment et j'ai plus les questions que j'ai posées. Ah, OK. D'accord. Elles sont Alors, dans le en fait, chat? ouais, alors en fait, tu avais une question, tu demandais, est-ce que le module Terraform gère la création des secrets? Oui, c'était un moment où donc Ismaël il présentait la possibilité de se connecter à des repos privés. Effectivement, dans un module Terraform, je me suis posé la question est-ce que il s'occupait de créer les secrets et du coup de comment parce que enfin les secrets ça reste sensible et du coup c'est plus la tâche d'une CI et pas d'un module. Donc voilà, c'est quelque chose qui me passait par la tête au moment Ouais. où Ismaël l'a dit. Voilà. Oui. Alors je crée pas le secret au sens, secret, il y a pas le contenu, hein. C'est au sens secret manager de Google. Vous créez un secret, mais il est vide. Parce qu'effectivement, tu le soulignes, c'est un sujet sensible de mettre, des secrets quand bien même on met, une valeur sensitive. On aura, dans le state, le secret. Donc, toute personne qui aura accès au state, pourra avoir accès au secret. Donc moi, mon parti pris, c'est de créer juste, la version le secret au sens secret manager, mais pas la version. La version, c'est ce qui va contenir effectivement la valeur et ça, c'est à la personne, consommateur du module d'aller ensuite dans sa console ou de lancer un Gcloud pour, créer la version du secret avec le bon personal access token ou la clé SSH, dans le cas d'une deployment key. On est en phase, ouais, effectivement. Sinon, pour le reste des questions, il me semblait que je parlais de la. Est-il possible de faire plusieurs datasets en release? Je m'explique. J'ai vu qu'il y avait effectivement donc un schéma, c'était un dataset et que c'était suffixé par le workspace. Mais Oui, est-ce que dans un repo, on peut gérer plusieurs datasets en termes de release? Typiquement, chez mon client, là, en ce moment, une source qui travaille, enfin, on va dire un projet, peut gérer plusieurs datasets dans un même repo. Est-ce que c'est possible de faire ça avec Dataform? oui. Et il me semble même que j'ai écrit dans la question un exemple en disant dataset 1, workspace, dataset 2, workspace, etc. Ouais, alors, tu auras toujours donc dans un même repository, tu vas définir un ensemble de releases qui ont des noms. Après, tu les branches, sur des tags, particuliers ou sur des noms de branches, particuliers. Ce nom-là, il n'est pas anodin puisque c'est ce qui va derrière suffixer le nom du dataset dans lequel va se retrouver le résultat de l'exécution de cette release. Donc ici, on a le classique intégration prod staging. On peut tout à fait imaginer, d'autres noms qui aient un sens métier et pour le coup qui pointeraient vers, soit une branche différente. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est un committee. Alors tu peux mettre des tags aussi, soit un tag différent. Je sais pas si je réponds à la question? Oui, d'après ce que je comprends, ça veut dire que, en gros, si je veux, là, je prends exactement le cas client, c'est le même dataset, il est exposé en plusieurs langues.
j'ai un dataset FR, j'ai un dataset AN, j'ai un dataset EN, etc., etc. Là, Oui, si je comprends bien de ton explication, je vais avoir FR int, FR prod, FR star, EN int, EN prod, EN star, etc., etc., décliné en ouais. combinatoire. Enfin, d'accord. Ouais. Et avec, tu mettras, à mon avis, des variables de compilation différentes. On l'a pas vu ce truc-là, mais la notion de templating, c'est pas juste, je mets une ref. C'est aussi la capacité de dire, selon la valeur d'une variable d'environnement, bah, mon select, il va mettre telle et telle colonne. Ou la jointure, elle sera sur telle autre table. Ça sera la table anglais plutôt que français. D'accord. Donc ça Ok. permet Mais, d'imaginer tout un tas, ouais, scénario. mais du coup, on reste sur quand même un repo, un dataset, d'après ce que j'ai compris. Alors, repo au sens GitHub ou au sens, juste pour être sûr, au sens Repo GitHub, au sens base de code. Repo au ok. sens base de code. Tu as tu as un repo et après tu as n dataset. Un dataset D'accord. déjà par workspace et ensuite un dataset par release. La release qui sera et à chaque fois suffixée par le nom de ta release. Ici, suffixé par le nom du workspace, le dataset, et dans le cas des releases, suffixé par le nom de la release. Donc, il faut bien retenir un repository Dataform, n dataset. N est en fonction du nombre de workspace et du nombre de releases. D'accord. Ok. Tu avais d'autres questions, Mourad, tu veux les poser aussi ou... Alors, tu peux me les rappeler pareil. Enfin, j'ai pas Alors, l'historique, j'ai pas le. alors, en fait, peut-on lire à partir de plusieurs sources? Il y avait cette question-là. Ah oui, sur le premier dossier, il y avait marqué donc config, c'était pas un tableau, c'était un objet. Donc ça laissait comprendre qu'on pouvait lire Ouais. que d'une seule source. Alors, c'est parce que tout simplement, je ne suis pas allé jusqu'au bout des choses, mais c'est parce qu'on a 1 heure, un temps contraint. Je te montre juste un exemple. C'est là, ce schéma-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sources différentes. Je D'accord. n'ai pas fait 5 blocs différents. Tu peux, au lieu de faire du SQLX, donc le point SQLX qu'on a vu, faire du JS. Dans du JS, tu vas pouvoir définir une constante et derrière cette constante, tu vas faire un for each. Et cette constante, c'est une liste, la liste du nombre de tes datasets qui t'intéressent. Et for each, tu vas faire une déclaration. Et derrière, tu vas te retrouver avec une déclinaison en 5x data source. Ok. Ensuite, il y avait comment gérer la problématique des vues autorisées dans le cas où les accès sont posés sur les vues output port. Vous avez posé cette question-là aussi. Oui, en fait, c'était quand tu as dit que tu voulais pas exposer directement les tables, mais que tu voulais exposer les vues pour faire pour faire une Ouais, sorte de tampon proxy pour pas faire mélange des genres et ne pas cloisonner la consommation et le contrat de ce qui est produit. Sauf ouais, que, bah oui, t'as voulu effectivement exposer des vues, ce que tout à fait d'accord, je comprends l'idée. Sauf que au niveau de BigQuery, elle a la problématique enfin problématique, tout dépend de comment, du point de vue. Mais il y a les vues autorisées, et les vues autorisées rajoutent des contraintes en termes de workflow de travail. C'est-à-dire que si on a posé des vues autorisées, bah, si on a partagé uniquement les vues et qu'on a posé des vues autorisées, bah, ça rend toute la chaîne de dépendance derrière un peu bloquée et on peut pas mettre comme ça à jour les vues autorisées comme on veut. Il faut des droits dataset qu'on n'a pas forcément dans la vie alors, de tous les jours. juste pour être sûr de comprendre, les vues autorisées, elles seraient au même endroit que moi où je voyais mes vues, c'est ça? Genre, Oui, tout en à termes fait. d'interface? C'est-à-dire que par exemple, ici, tu as la première release Ouais, frequency by machin. Voilà.
c'est ce que on va dire, supposons que tes producteurs est un client qui va consommer uniquement release frequency by product. Ouais. Donc forcément, il va uniquement voir cette vue. Oui. S'il va uniquement voir cette vue et pas tout ce qui est en amont, il faut Oui. poser en gros, on va rentrer dans les détails, hein, il faut Ouais, poser ouais. un droit data viewer sur cette vue et l'autoriser sur tous les datasets sur lesquels elle tape pour qu'elle soit autorisée à aller chercher la vue au nom du consommateur. L'Authorized View, c'est pas juste au niveau de la vue que comment dire, la permission se met. Les Non. tables Non, c'est une permission au niveau dataset. Ouais, mais c'est quand même la vue. C'est-à-dire que tu crées ta vue, tu dis l'Authorized Views, cette vue a le droit d'aller lire soit les tables d'un dataset ou de lire un dataset entier, mais tu la positionnes quand même au niveau de la vue initialement. Tu ce vois? qui me semblait. Non, c'est la vue autorisée, c'est au niveau du metadata dataset. C'est-à-dire que tu déclares une vue autorisée au niveau des métadatas de ton dataset. Alors, j'ai pas forcément de réponse là à donner. Néanmoins, ça m'évoque quand même quelque chose, c'est-à-dire que tu peux tout à fait. Alors, si ces actions peuvent être gérées par le DDL BigQuery ou le DSL, je sais plus. Bref, tu peux ajouter des custom operations, des SQL custom operations dans ton code SQLX, dans ton action. C'est-à-dire après qu'il y ait eu création de ma vue, par exemple, tu peux rajouter n'importe quoi en fait, ce que tu veux. Et en particulier, tu peux gérer des permissions. Après, je sais pas si c'est au niveau, si c'est accessible en fait, la permission est accessible au niveau du dataset en lui-même. Mais je sais que ça D'accord, peut. je vais explorer cette liste de custom SQL, ça a l'air. Bah, pour moi, ouais, c'est le plus. Alors, en fait, tu l'auras dans les exemples d'action ici. Il y a spécifiquement. Alors, si je cherche grant, voilà, tu vois. Il y a une post-opération où tu peux faire un grant sur des gens, en fait. Et self, bah, en fait, c'est moi-même. Donc là, donc là, la table self, c'est moi-même. Je dis à chaque exécution de mon action, à la fin, bah, je grant la permission select à ces utilisateurs-là. Donc là, ça serait peut-être pas self, mais le dataset. Et c'est là où il y a un truc peut-être à chercher. À explorer. OK. Ouais. OK. Après, oui, il y a à voir. Est-ce que cette responsabilité doit vraiment être mise dans Dataform ou pas? Ouais, moi, je suis pas Des chaud questions, pour ça. ouais, Pour moi, il y a des questions qui se posent aussi en termes de responsabilité, quoi. Est-ce que c'est pas un truc qu'on délèguerait pas plutôt ailleurs, tu vois? Non, mais c'était vraiment le but de la question, c'était est-ce que ça se gère au niveau de Dataform ou pas, cette responsabilité-là. Tu pourrais. En tout cas, peut-être pas sur la question précise que tu as, mais en tout cas, la notion de permission peut se gérer via Dataform. C'est pas quelque chose que je conseille. Pour moi, c'est plus de l'ordre opérationnel avec Terraform, par exemple. Et après, depuis ton module, tu rajoutes les groupes pour leur donner accès alors pour le coup, la granularité, ce sera du dataset, mais ils sont prévisibles, sachant que tes releases, elles ont un nom, voilà. Ton dataset, tu peux avoir tu peux connaître le nom au préalable. OK. Alors, peut-être une dernière question. Du coup, il y avait, est-ce que le DAG est déduit en fonction des from ou construit par le développeur? Ah non, l'intérêt, hein, c'est vraiment que nous, le DAG, il est déduit en fonction des références que l'on va mettre dans sa requête. Si je regarde ici, tu vois, je regarde ref, bah, je sais que cette action, sum by product name by release type, dépend de l'action rationalize product name. Et l'action rationalize product name, bah, je sais que c'est, ah bah, tu vois, on voit la dépendance, donc je peux y accéder. Donc, je disais qu'il n'y a pas de contrôle-clic, mais j'ai un peu menti, voilà. Je sais que c'est une table. Donc je sais que voilà, l'action précédente, qui sera aussi une table, dépend de cette table-là. Et en fait, c'est Dataform qui le sait. Et il est capable derrière de construire ce graphe. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Oui,
Salut à tous. En fait, j'avais posé une question par chat, mais vu que Mourad avait bien lancé la... En fait, je voyais, je crois qu'il avait dit aussi, je vois un match avec DBT. Alors, je connais pas très bien, effectivement. Donc, merci pour la présentation, Ismaël. Je connaissais pas Dataform. Donc moi, je suis plus habitué à DBT. Donc, est-ce que Dataform gère les federated queries pour rapatrier de la donnée aussi de Cloud SQL, par exemple, faire des jointures? Est-ce que ça peut gérer aussi d'autres types de sources, voir les cross-join, par exemple, cross-cloud? C'est les queries Omni, vu que Omni, ouais. je me dis que ça s'exécute dans le BigQuery, donc peut-être que c'est... Est-ce qu'il y a des limitations, des choses comme ça? Voilà. Alors, déjà, le chemin standard Dataform, c'est bon, bah, tout est dans BigQuery, ok. Donc, à partir du moment où tu as un cloud Azure ou autre dans lequel tu veux consommer les données, le plus simple, c'est d'importer les données. Ils vont te simplifier la tâche parce qu'il y a des connecteurs. Donc, toi, tu pourras te connecter. Alors, il y en a un certain nombre sur Azure et AWS, peut-être d'autres clouds que j'oublie, sur des services de data qui ont pignon sur rue. Donc ça, c'est un premier point. Après, si tu n'as pas le connecteur, bah, tu as des trucs comme Airbyte qui vont pouvoir te faire le connecteur jusqu'à un dataset de ton choix. Mais bon, je réponds à côté. Mais néanmoins, ça a le mérite d'être mentionné. Deuxième point, c'est que honnêtement, je ne sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que que Dataform, bah, en fait, c'est du BigQuery. Donc à partir du moment où tu as la capacité, tu as une capacité donnée dans BigQuery, bah, tu l'auras dans Dataform. Maintenant, comment ça se comporte? Je sais pas trop. Je sais pas si tu peux dire comme ça une federated queries, tu saurais Ou me dire, bien juste, par exemple, une external table, disons un truc simple. De la donnée sur JCS, Ouais, je sais, ça, c'est un truc que, enfin, que si c'est, parce que ça a l'air je trop sais pas, lourd, à ce genre tester. de truc. Non, je sais pas. T'as tout le temps des petites limitations comme ça. Je Ouais, sais je sais pas. pas. Ok, d'accord. Bon, ça, peut-être je vais tester. Je vous dirai par chat si j'ai le temps. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma question. Ok. Bon, on va peut-être prendre une dernière question. Quelqu'un a une dernière question à poser, peut-être? Non. Bon. Merci, Ismaël. De rien. Merci Merci encore beaucoup, pour Ismaël, ce pour cette super super talk. présentation. Très intéressant. Ismaël, Merci. bravo. Ouais, je mettrai Bravo, Ismaël. le